Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On avait tellement de choses à se dire, on se dit tellement de choses hors antenne, si vous saviez. On part 2 jours avec Les Vraies Voix, et quand on revient, on a l'impression qu'on ne s'est pas vu depuis 1000 ans, et on se raconte, et ça baba, c'est dadadi. Et voilà, pour parler, c'est ça. Pour bosser, il n'y a plus personne, mais pour raconter sa vie, il y a du monde. Allez, Philippe Bilger est avec nous, Jean Dorédo est avec nous, docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi. Si vous n'allez pas bien, c'est le moment d'y aller, allez-y dessus. Tom Conan, voilà, vous avez envie de lire, tant mieux. Pollution, publié chez Albin Michel, et puis le président de l'Institut de la Parole. Voilà, là, qui vous dira tout, qui vous donnera confiance en vous. C'est ça, Philippe Bilger. Absolument, je vais essayer, mais c'est pas la peine. Ils se surestiment déjà les deux. Et moi le premier. Mais finalement, on est tous un peu des espèces de docteurs, finalement. Parce que si on moi, je suis le malade. Ah oui, même Philippe David, il est gynécologue amateur. Voilà, c'est ça. Il a touché. Il soigne les esprits. C'est ça. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et pour célébrer le 78e anniversaire de la victoire des Alliés, Emmanuel Macron s'est donc rendu aujourd'hui à Paris puis à Lyon pour 2 cérémonies d'hommage sous quartier bouclé face à la menace des contestations. Tous cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs aux abords des lieux de commémoration étaient totalement interdits, Philippe. Oui, des décisions préfectorales validées par le tribunal administratif de Lyon. Alors, est-ce que pour vous, il y a des jours, il doit y avoir une trêve comme le 8 mai, le 11 novembre, où on commémore des millions de morts? Ou est-ce qu'on doit pouvoir manifester du 1er janvier au 31 décembre? Est-ce que vous pensez que, même parfois hors des jours, il y a des lieux où on ne peut pas manifester, comme à proximité du fort de Montluc, où Jean Moulin a été torturé et les enfants d'Isieux enfermés avant d'être gazés à Auschwitz? Dans tous les cas de figure, un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. Et donc, on vous demande s'il faut une trêve justement pour ces manifestations lors des journées de commémoration. Vous dites non à 77%. Et on va en parler avec Axel Persson qui est avec nous, secrétaire général de la CGT Cheminots de Trappes. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Philippe Bilger, est-ce que vous êtes plutôt du côté de notre président du Sénat, Gérard Larcher, de dire non, oui, il faut une trêve des manifestations lors de la journée des commémorations? Mais dans un monde idéal, il faudrait une trêve. Mais je ne suis pas naïf. Et pourquoi il n'y aura pas de trêve? Pourquoi il n'y a pas eu de trêve? J'entends depuis ce matin des gens qui font référence à une sorte de passé idéal où évidemment il y avait un héros absolu qui était Jean Moulin. Et le seul problème, c'est que qui connaît véritablement l'histoire de Jean Moulin en France? Premier point. Et deuxième point, on a, avec Emmanuel Macron, d'une certaine manière, on a une dérive grave. Longtemps, les présidents de la République étaient respectés au point que leur pratique, d'une certaine manière, était légitimée. Ouais. Aujourd'hui, et probablement surtout avec Emmanuel Macron, le président de la République, quoi qu'il fasse, n'est plus respecté. Alors je peux trouver ça regrettable, mais n'empêche que ça existe. Alors, il n'est pas la peine de dire sur la question pertinente de Sud Radio, je dirais tout simplement ceci: je trouve dommage que, à partir du moment où on ne peut pas interdire le droit de manifester, et à Lyon, ils ont respecté le périmètre qui leur était interdit, eh bien, me semble-t-il, il faudrait tout de même veiller à ce que la légitime protection du président ne tourne pas à l'étouffement populaire. Ouais. Moi, ça commence à j'allais dire une grossièreté devant notre invité, ça commence à me fatiguer, cette manière d'élargir le périmètre de protection au point que le peuple opposant, il existe, il n'est pas le seul, n'a plus droit à la parole. Ça commence à lui courir sur le haricot. Voilà. Jean Dorédo. Oui, non, alors écoutez, effectivement, c'est vrai que c'est une question de conscience personnelle en réalité. C'est très agaçant, cette espèce de réflexe pavlovien comme ça, de vouloir légiférer à tout prix. Chacun en son âme et conscience
conscience va ou ne va pas manifester. Et c'est un fait, les Asiatiques disent qu'une image vaut 1000 mots. Et c'est vrai que ce président qui avance sur des Champs-Élysées vides, c'est d'une tristesse et c'est même assez anxiogène sur l'état de notre pays. Corée du Nord. S'il y a des personnes qui ne sont pas contentes, elles font en plus des casserolades. On a quand même vu pire il n'y a encore pas si longtemps. Bon, il faut faire avec. Et ensuite, justement, la mémoire de Jean Moulin, la mémoire de l'armistice, c'est à chacun en son âme et conscience. C'est aux organes organisateurs aussi, en leur âme et conscience, de savoir ce qu'ils organisent. Et je trouve ça très choquant de voir que notre pays, notre beau pays, la France, en est, comme le dit Philippe Bilger, à élargir le périmètre. Bientôt, on va payer des guignols. D'ailleurs, les hommes politiques le font depuis longtemps dans les meetings. Plus personne n'y va. On paye bientôt des gens pour applaudir le souverain. Quoi. Ça arrivait déjà il y a 40 ans. Un ministre a dû démissionner pour ça. Il s'appelait Olivier Stier. Mais effectivement, voilà, je ne vais pas répéter ce qui a déjà très bien été dit par mes collègues, mais effectivement, ça vide de sa substance l'intérêt d'une commémoration. Une commémoration, surtout celle-là, comme le 11 novembre, effectivement, doit mettre en avant, évidemment l'État dans une certaine forme de grandeur, mais surtout le peuple, évidemment. Si le peuple, et le peuple, on ne le choisit pas, le peuple, il est ce qu'il est. Alors si, à un moment donné, la politique qu'on a menée fait que pas mal de personnes se sentent un petit peu énervées et veulent taper dans leurs mains ou sur des casseroles, grand bien leur face, ça c'est pas assez. Le problème, encore une fois, c'est que le peuple, il doit toujours avoir le dernier mot, y compris et a fortiori lors d'une journée de commémoration. Oui. Axel Persson, secrétaire général de la CGT cheminot de Trappes, je vais vous donner un verbatim de Samuel Delors, qui est de l'Union départementale CGT, qui nous a dit « Nous maintenons un appel à commémorer l'œuvre sociale de la résistance tout en faisant le lien avec le fait qu'on ne peut pas commémorer et piétiner l'héritage social. » Oui, je reconnais dans évidemment les propos de mon camarade de l'Union départementale du Rhône, parce que c'est de l'Union il s'agit. Et en fait, ça m'appelle quand même trois réflexions, on va dire. La première, c'est que déjà, non, on ne peut pas légiférer pour interdire des manifestations, des jours de commémoration, ça n'a aucun sens, puisque le droit de manifester est une liberté fondamentale et on ne peut pas conditionner une liberté fondamentale à un calendrier. Ce serait aussi absurde que de dire est-ce que la liberté de la presse doit être assurée les jours fériés ou pas. Ça n'a aucun sens. Ou est-ce que la je vais noter cette question, c'est intéressant. Est-ce que la liberté d'expression doit être garantie les jours fériés ou les jours de commémoration? Évidemment, tout le monde sera d'accord pour dire que c'est même poser la question, c'est même un peu absurde. Moi, je pense que c'est pareil pour les manifestations. Après, quant au fond des manifestations organisées aujourd'hui, oui. Alors, pour être clair, je ne suis pas en train de dire Emmanuel Macron est égal au régime de Vichy ou nazi. C'est pas ça que je dis. En revanche, ce que dit mon camarade, et je suis sûr que c'était compris comme ça, c'est que par-delà la commémoration, la victoire contre les forces nazies de l'époque et leurs alliés, notamment les fascistes italiens, il y a aussi tout un héritage social, en effet, qui est issu de l'après-guerre, qui était d'ailleurs un fruit de compromis, d'ailleurs, à l'époque, entre forces du mouvement ouvrier et les forces plutôt de droite d'ailleurs, qui avaient convenu d'un compromis social d'après-guerre et qui d'ailleurs à beaucoup d'égards est remise en cause. Ça n'a pas commencé avec Emmanuel Macron, mais ça a commencé depuis quelques mandats déjà, et que c'est cet héritage-là aussi qu'il advient que nous on pense défendre et surtout améliorer. Et aujourd'hui, oui, on pense que c'est un peu contradictoire de se réclamer de cet héritage, d'y rendre hommage, tout en d'un autre côté, en le sabordant en ce qui concerne par exemple les attaques récurrentes contre par exemple la sécurité sociale ou le régime des retraites, dont les fondations actuelles qu'on connaît aujourd'hui, même si elles sont dégradées, sont issues d'ailleurs de ce modèle social-là. Donc je pense que c'est tout à fait cohérent aujourd'hui. Philippe Bilger. Est-ce qu'on est obligé pour respecter cette journée, et vous savez ce que j'en pense, je viens de le dire, d'aborder le plan social? Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement se contenter d'honorer ce que j'appelais un héros absolu qui a réuni aujourd'hui, me semble-t-il, beaucoup de Français dans une admiration qui leur manque? Disons que je ne pense pas que ceux qui ont manifesté, notamment à Lyon, parce que c'est là où il y a une manifestation pour le coup qui a réuni, selon la, je crois, police 3000, 5000, je pense, revendiqués par la CGT, mais peu importe, c'est à peu près le même étiage. Ceux qui manifestaient se revendiquent aussi de cet héritage-là. Mais la question, c'est toujours, c'est comme les commémorations, c'est quel sens on y donne, justement. Est-ce qu'on y donne un sens un peu surfait, à mon avis, un peu superficiel, ou est-ce qu'au contraire, on creuse un peu, on analyse qu'est-ce que ça veut dire finalement rendre hommage à la résistance? Et moi, je pense que beaucoup de ceux qui manifestent aujourd'hui sont très conscients
conscient, bien plus qu'on peut ne le penser, de ce que ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé, les nuances, et y compris l'héritage politique et social qui est dans l'issue. Je pense pas qu'il est indissociable en fait. Et surtout, moi, il me semble qu'on peut pas découper la France en fait. On peut pas la découper en période historique, en groupe, en personnes qu'on met en avant, qu'on met pas en avant. À un moment donné, effectivement, je pense que la commémoration, elle doit être totale. C'est-à-dire qu'effectivement, on met en avant une et indivisible. Comme la non, mais c'est-à-dire qu'on met en avant un héritage, on met en avant des valeurs, on célèbre évidemment des morts. Évidemment, on peut mettre en avant un certain nombre d'idées dans une certaine continuité, mais on peut pas commencer à saucissonner les périodes historiques. Non, mais un homme, pourquoi pas? Mais ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, le problème, c'est que quand Macron se sépare de son propre peuple, ça devient quand même un peu compliqué ensuite de défendre et de commémorer la France, même si c'est sans doute l'idée évidemment qu'il a en tête. On part au 0826 300 300. Rebonsoir Patrick. Bonsoir. Pour vous, il faut une trêve donc? Pour moi, il faudrait une trêve parce que quand même le président devrait comprendre que ça ne peut pas durer cette image de la France comme ça. Il faut trouver une solution pour en sortir. Vis-à-vis des pays qui nous entourent, on est toujours dans une image de révolte là, et on doit pouvoir trouver une solution. Oui, mais quand vous dites qu'il faut une trêve, vous vous adressez forcément à ceux qui manifestent. Ceux qui manifestent et au président de la République. D'accord. Une solution. Et combien de temps ça va durer ces manifestations? Il faut que la France aussi se relève et que les entrepreneurs puissent travailler et que les commerçants puissent travailler aussi. Et il faut se mettre un peu à la place de tout le monde, quoi. Oui, c'est vrai que ça devient lourd pour tout le monde, Jean Dorédo. On est toujours dans ce problème de l'incarnation. En réalité, tout le monde, j'imagine, même dans ce studio, est tout à fait d'accord pour dire que le 8 mai, la commémoration du 8 mai 45, c'est quelque chose d'important. La célébration du Conseil national de la résistance, des figures comme Jean Moulin, c'est important. Après, le souci, c'est l'incarnation. L'incarnation aujourd'hui, c'est le président de la République qui est politiquement partie prenante dans des conflits. Ben oui, parce qu'il est partie prenante dans des conflits qui ne sont pas encore résolus, et du coup des jours comme aujourd'hui, c'est quand même, quand on pense aux enfants qui n'ont pas pu se rendre sur les Champs-Élysées pour un jour qui devrait être un jour de fête, on célèbre l'armistice du 8 mai 45, tout le monde devrait être heureux, tout le monde devrait être justement solidaire les uns des autres, et on est dans cette espèce d'archipélisation où plus personne ne se reconnaît. Philippe Bilger a raison, c'est un peu Pyongyang. C'est vrai que les Champs-Élysées déserts, l'image elle fait mal. Là quand même, c'est très très sévère. Là, et surtout qu'on aurait pu imaginer que justement Macron n'utilise pas forcément cette journée, mais le contexte de la commémoration peut-être quelques jours avant, quelques jours après, pour faire une main tendue justement à ses opposants. Il y a quand même aujourd'hui des choses qu'il pourrait faire. Vous avez été choqué justement par ces images des Champs-Élysées, mais comme le disait Philippe Bilger, qui ressemblait à une avenue de Pyongyang. Désolé, je connais aucun nom d'avenue à Pyongyang. Venez nous le dire au 0. J'y suis jamais allé. Venez nous le dire au 0826 300 300. Axel Personne, juste pardon, je voulais revenir sur quelque chose. Quelle image, j'imagine que vous êtes en lien avec des syndicats européens, quelle image ils ont aujourd'hui de cette situation en France? Il y a de nombreuses délégations de syndicalistes d'autres pays qui sont venus notamment manifester avec nous le 1er mai. Et de manière générale, ce qui se joue un peu dans le regard de nos amis, de nos camarades, peu importe le terme qu'on utilise un peu à travers le monde, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir qui est fondé dans ce qui se passe en France, parce que beaucoup espèrent une victoire, parce qu'ils estiment, ou à tort ou raison, je ne sais pas, qu'une victoire du mouvement social en France pourrait peut-être donner du courage et donner un peu une inspiration et un élan dans leur pays. Alors je ne sais pas si c'est aussi... irriguer peut-être la contestation dans leur pays. Alors je ne sais pas si c'est aussi mécanique, il y a un lien aussi mécanique que ce qui se passe en France, ce qui se passe par exemple, parce que je pense par exemple des camarades danois que je suis allé visiter il n'y a pas si longtemps, et d'ailleurs dans pas longtemps on va en Suède notamment pour remplir nos caisses de grève. Donc il y en a beaucoup qui nous soutiennent en fait et qui alimentent les caisses de grève et qui organisent des meetings de solidarité pour nous soutenir, et beaucoup attendent une victoire justement, et donc espèrent que ce sera une victoire en espérant que ça pourra se traduire. Si vous allez en Suède, Jögeskaldé, ça veut dire je t'aime. On voit le vocabulaire en langue étrangère de Cécile Devilliers. Pour suivre la question de Cécile à l'instant, comment, puisque vous parlez des délégations étrangères qui viennent ou qui sont venues, comment vivez-vous le reproche qui est fait aux syndicats français de ne pas accepter ce qui a été accepté d'une certaine
certaine manière dans beaucoup d'autres pays qui ont vu prolonger considérablement l'âge du départ à la retraite. Comment vous vivez ça? Comme un reproche légitime ou comme quelque chose d'incompréhensible? Dans le mouvement ouvrier, dans le monde syndical, il est rare quand même que ces réformes-là, dans ces autres pays, soient passées avec l'aval des syndicats dans ces pays, y compris dans les pays du Nord. Hein. C'est juste qu'en général, le débat qui est mené là-bas, c'est de dire on ne peut rien y faire. Et donc on ne se bat pas sur ces sujets, puisqu'on considère que c'est un sujet politique sur lequel le mouvement syndical n'a pas de prise, n'a pas à se battre dessus. Donc c'est plutôt un regret que c'est passé. Mais par contre, il y a peu, hein, notamment dans les pays qui sont cités en exemple, je pense notamment aux pays du Nord, hein, parce que c'est souvent ceux-là dont on parle le plus, il n'y a personne, enfin ils sont très peu nombreux, les gens dans le Nord, en Suède, à dire qu'ils ont un bon système de retraite. Au Danemark, par exemple au Danemark, ça dépend des générations, ça dépend de la date de naissance, mais la génération qui vient juste après moi, je suis né en 89, donc ceux qui sont nés en 94, l'âge de départ légal à la retraite, c'est 74 ans. Donc c'est le minimum. Après, il peut y avoir plus selon 74 ans. Oui. Je rebondis. Concrètement, ça veut dire ça veut dire qu'il n'y aura pas de retraite. En réalité, pour beaucoup d'entre eux, alors certains oui vont l'atteindre 74 ans, mais il y en a beaucoup qui savent, notamment quand on travaille dans, et en plus il n'y a pas d'histoire de départ anticipé, pénibilité, hein, ça n'existe pas. Mais Axel Persson, pardon, je vous coupe parce qu'on a très peu de temps. Ça veut dire que eux estiment que l'histoire elle est pliée. Qu'est-ce qui vous ferait dire aujourd'hui qu'en France ça ne l'est pas aujourd'hui? Parce que j'ai connu suffisamment d'exemples de luttes victorieuses, alors certaines non, mais d'autres suffisamment victorieuses, qui ont démontré qu'on était capable de se défendre, de faire reculer, y compris de défendre nos intérêts. Et c'est aussi peut-être ça qu'ils espèrent justement nos camarades ou nos amis dans d'autres pays, c'est avoir cette démonstration. Mais indépendamment de ce qui se passe, on voit déjà qu'aujourd'hui, la différence, pourquoi on part à 74 ans au Danemark pour les générations qui viennent juste après moi, aujourd'hui encore on se bat pour 62-64, c'est parce qu'en France, il y a malgré tout un mouvement ouvrier qui à chaque attaque riposte et se défend, et alors parfois il recule, mais il recule moins vite qu'ailleurs. Et déjà ça se mesure de manière très concrète. Il y a d'autres pays où justement il n'y a pas vraiment de résistance massive, où ça passe pas comme une lettre à la poste, mais pas loin en réalité, et ça fait déjà une différence énorme. Axel Persson, restez avec nous, on revient dans un instant, on va continuer ce débat juste après la pub. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 19h. Si vous venez de nous rejoindre, d'abord merci de votre fidélité. Il y a quelques instants, on revenait sur cette question. Faut-il une trêve des manifestations lors des journées de commémoration? Pour l'instant, vous dites non, pas de trêve, en majorité à plus de 70%. Et Axel Persson est avec nous, secrétaire général de la CGT cheminot de Trappes. Et on se demandait, on faisait un petit tour d'horizon de ce que pensaient les syndicalistes à l'extérieur de chez nous, si effectivement on était suivi du regard qu'ils avaient de la France dans ces semaines et ces semaines de contestation, et pas mal d'appels au standard, hein, 0826 300 300. Et Giulio est avec nous, il voulait réagir sur cette question. Bonsoir Giulio. Bonsoir Giulio. Oui, allô, bonsoir à tous. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Et oui, merci à vous. Merci en fait de me donner la parole. Alors, je voulais simplement m'exprimer sur le fait qu'on est libre, jusqu'à preuve du contraire, de manifester du 1er janvier au 31 décembre. Je veux simplement dire que quand notre chair... Effectivement, c'est sûr, il y a certaines limites, on est bien d'accord là-dessus, c'est sûr, bien sûr. Mais on est libre. Jusque-là, le droit de manifester n'a jamais été encadré. Il y a des gens qui se sont quand même battus pour le droit de manifester, qui en sont même morts, qui l'ont payé de leur personne. Et donc, ça me paraît parfaitement normal, parce que notre cher président ne s'est pas gêné pour nous dire à une époque qu'il avait très envie de nous emmerder. Et de nous emmerder, je dirais presque toute l'année. Maintenant, ce sont ses termes à lui. Maintenant ça va bien 2 minutes, je veux dire. Ouais. Sur les vaccins. Oui, c'était sur les vaccins. Oui, mais sur les vaccins, monsieur Bilger. Un président ne devrait pas dire ça. La formule était malheureuse. Oui, c'est ça. Est très honnête, mais je mettais la phrase dans le contexte. C'est ça, dans le contexte. Mais moi, ce qui m'intéresse, j'ai lu tout à l'heure qu'il y avait Sophie Binet qui acceptait une rencontre, je crois, à la mi-mai avec Matignon. Est-ce que, du coup, je voudrais notre invité, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça peut être facteur de reprise de dialogue? Parce qu'on voit effectivement qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, voilà, on a dit tout à l'heure Macron qui défile tout seul, c'est quand même un signe de blocage assez profond. Est-ce que vous pensez que ça peut évoluer vraiment? Mais il ne fait de mystère pour personne que la CGT, en discutant avec les autres syndicats, était plutôt favorable à boycotter ces réunions compte tenu du contexte. En revanche, comme ce n'est pas ce consensus-là qui s'est dégagé parmi l'ensemble des organisations syndicales pour maintenir le front uni, il a été pris la décision justement, dans ce cas-là, d'y aller, mais d'essayer de porter des exigences communes. Et les exigences communes, c'est notamment, maintenant ce sera l'abrogation de cette contre-réforme des retraites. Donc est-ce que ça va permettre là auprès du dialogue? Je ne sais pas, puisque ça dépend sur quoi il va déboucher aujourd'hui le patronat ou le gouvernement, puisque c'est ces deux entités-là qui aujourd'hui qu'on a comme interlocuteurs ne donnent pas de signe de vouloir évoluer sur ces sujets-là. Donc, oui, mais il va bien falloir que quelqu'un lâche, non? Il va bien falloir que quelqu'un lâche. Est-ce que par exemple la stratégie c'est de rester sur ce sujet parce qu'il est tellement symbolique, effectivement c'est là qu'il faut attaquer selon vous, ou est-ce qu'il faudrait plutôt aller sur d'autres thématiques qui t'a un peu encerclé, si on veut dire? C'est le bon terme, parce que c'est exactement ces termes-là que ça a été discuté dans les discussions. Un peu comme Alésia, quoi. C'est exactement dans ces termes-là que ça a été discuté justement dans les réunions de stratégie. Côté de chez moi. De termes de stratégie, puisque justement, bien sûr, la question des retraites, mais depuis le départ, la question des retraites constitue un peu la goutte d'eau qui fait déborder un vase qui est déjà bien rempli. Donc la question des retraites. Comme l'essence avec les gilets jaunes, par exemple. Exactement, c'est une bonne analogie selon moi. Mais la question, par exemple, des salaires, les salaires, c'était quelque chose qui préexistait tous ces débats sur les retraites. Évidemment, nous, en tant que militants ouvriers, nous, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on veut essayer d'arriver à faire, c'est de multiplier les fronts de lutte sur la question des salaires, de manière à élargir la contestation au maximum. Surtout que la question des salaires, bien sûr, ça permet de régler la question du pouvoir vivre, tout simplement, de plein de gens qui n'arrivent pas à suivre le coût de l'évolution du coût de la vie. Mais en plus de ça, l'augmentation des salaires, ça permet mécaniquement d'amener des cotisations supplémentaires pour financer les régimes de retraite. Donc forcément, c'est des choses que nous voulons lier de la même façon de l'emploi. Plus on a d'emplois, plus on a de cotisants. Donc il faut qu'on arrive à essayer de lier toutes ces questions-là, puisque la question des retraites, c'est qu'un élément dans une politique globale qu'on conteste. Merci beaucoup, en tout cas, Axel Persson, d'avoir été avec nous, secrétaire général de la CGT cheminot de Trappes. Merci beaucoup, Philippe Bilger, encore une fois, pour votre talent, votre humour. Pareil pour Tom Conan. Merci. D'avoir été avec nous. Et pareil pour Jean Dorido.